BFM Business, l'heure H, le rendez-vous du cercle des économistes. Nos invités, Kiko Sou-Eisenman, Jean-Marie Chevalier, merci d'être avec nous. Beaucoup de questions à voir aujourd'hui. On voit bien qu'il y a une actualité extrêmement chargée. Il y a évidemment l'actualité du jour avec le rapport Banata. Est-ce qu'enfin on va faire bouger les lignes? Et puis il y a toute la question autour du marché pétrolier. Jean-Marie Chevalier, vous êtes un des meilleurs spécialistes de l'énergie. Et puis il y a la visite du président en Inde. C'est dire, le sommaire est extrêmement chargé pour ce rendez-vous. Peut-être un mot quand même rapide sur la réforme du Code du travail. C'est pas votre spécialité, mais en même temps vous connaissez bien l'économie. Kiko Sou-Eisenman, je rappelle que vous êtes chercheuse à l'économie, à l'école d'économie de Paris. Pour vous, ça fait bouger les lignes ou pas, juste? Ça rassure en tout cas, parce que ça remet la personne au centre du contrat du travail. Et la dignité, avec le respect de la dignité, l'égalité homme-femme, qui est quand même quelque chose qu'il faut toujours redire, et en disant le cadre, les principes, le contrat à durée indéterminée, et en renvoyant à la loi pour parler de la durée légale du travail, etc. Donc pour vous c'est intéressant, donc pour vous c'est une vraie étape. Jean-Marie Chevalier, vous c'est moi votre spécialité, oui, mais en même temps quand même. C'est pas un brouillon du prochain code du travail, c'est une série de propositions avec 61 propositions qui encadrent bien et avec derrière un équilibre très difficile à trouver entre la protection des salariés et un monde qui a besoin de changer, de flexibilité, de s'adapter au numérique, etc. Et l'équilibre est difficile et il est encore à trouver. Ouais. Est-ce que vous direz que les 35 heures ça a coûté beaucoup de points de productivité à la France? Qui se mouille là-dessus? Akiko? Alors, je crois qu'il y a la durée légale du travail et la durée effective du travail. Je pense que il y a la durée légale, mais les gens travaillent beaucoup plus. Ils ne comptent pas les heures de bureau. Hein. Je parle à des gens qui connaissent ça déjà ici. Et même, il y a eu une étude en tant qu'économiste que je peux vous dire. Il y a eu une étude qui avait été faite en 2007 au moment en 2012 sur ce qui s'était passé au moment de l'introduction de la loi TEPA. Sur la défiscalisation des heures supplémentaires. Et il s'était rendu compte que, en fait, vers 2007, donc juste avant que ça se mette en place, les gens travaillaient, mais il y avait déjà la durée légale du travail à 35 heures, mais ils travaillaient 37 heures. Et ils déclaraient 0,4 heures supplémentaires. Donc, voilà. Donc, on peut se cristalliser sur les heures supplémentaires, c'est important. Mais en fait, les gens travail. De facto, il dépasse. De facto, il dépasse. Ça n'évolue pas de la même manière. Alors, l'autre grande actualité, parce que comme ça, c'est le principe, on va le rappeler, de ce rendez-vous des salles des économistes, c'est de voir un peu les grands thèmes qui ont marqué la semaine ou qui vont marquer la semaine. Évidemment, c'est la question de l'évolution du prix du pétrole. On en disait un mot à l'instant. Jean-Marie Chevalier, est-ce que pour vous, on est arrivé à un point critique? Donc, on le recevait Patrick Pouyanné, le patron de Total, lui disait tous les produits qui sortent actuellement, tous les projets d'investissement qui sortent aujourd'hui, ils ont été faits sur la base d'un prix du baril à $100. Donc ça veut dire que vraiment on est dans une économie pétrolière et parapétrolière qui est vraiment très secouée. Oui, alors ce qu'il y a, c'est que le monde pétrolier a démontré une très grande flexibilité. Regardez le pétrole de schiste américain qui a été un rêve qu'on n'avait pas prévu. On s'est dit le prix du pétrole baisse, les gisements ont fermé. Ils n'ont pas fermé. Et on a assisté à des gains de productivité exceptionnels qu'on n'attendait pas. Et donc la production de pétrole de schiste américaine se maintient. Elle pourrait peut-être un peu diminuer en 2016 pour différentes raisons, mais elle se maintient, elle apporte beaucoup à l'offre mondiale qui est excédentaire par rapport à une demande qui est plutôt plate. Donc, on a aussi des gisements quand même. Dans les gisements mondiaux, il y a quand même beaucoup de gisements où le coût de production du pétrole tout compté est inférieur à $15. Donc il y a encore de la marge pour beaucoup de gisements et je crains que cette situation d'excédent d'offres se poursuive en 2016 et 2017. Et pour cause, parce qu'on voit bien, on parle de la visite du président iranien en France, dès lors que l'Iran revient dans le jeu des nations, là, il apporte son pétrole. Donc c'est sûr que Guillaume parle. D'autant qu'en face, je crois que c'est l'Agence internationale de l'énergie qui a revu à la baisse les prévisions pour la demande d'un autre côté pour cette année, parce qu'effectivement la croissance ne sera pas aussi robuste qu'on peut l'imaginer. Oui, il y a la demande avec tous les efforts d'efficacité énergétique qui sont faits. Il y a des mutations qui se passent dans beaucoup de pays et qui tentent à diminuer la demande de produits pétroliers. Il y a aussi une révolution qui est celle du raffinage. Les États-Unis n'exportent plus
exporte beaucoup de pétrole brut et en même temps des produits raffinés, et donc il y a un bouleversement de l'industrie globale du raffinage qui est en train de se faire et qui ne va pas dans le sens d'une augmentation des prix. Oui, mais en même temps, le raffinage devient rentable alors qu'il était beaucoup moins ces dernières années. C'est aussi un autre phénomène dont on parle peu parce que c'est plus technique, entre guillemets. Enfin, c'est assez étonnant même. Oui, comme les prix du pétrole ont baissé, le raffinage a augmenté ses marges ou a maintenu ses marges d'une façon tout à fait exceptionnelle. Est-ce que vous diriez que les prix du pétrole vont rester durablement bas? Alors je disais, Pouyanné, lui, il voit remonter deuxième semestre 2016. Bon. Il ne restera pas durablement aussi bas. Il remontera, mais quand? Ça, c'est une question à laquelle je ne saurais pas répondre. Il remontera parce qu'on a besoin d'un prix du pétrole élevé. Notamment, il y a une chose qui n'est pas assez dite, c'est que le prix actuel est désastreux pour un certain nombre de pays producteurs, exportateurs, l'Algérie, le Nigeria, le Venezuela, la Russie, l'Iran, etc. Et pour l'instant, ils tiennent, mais on se demande combien de temps ils vont tenir. Et donc, il y a des tensions politiques et sociales extrêmement fortes et qui vont être accentuées par ce bas prix du pétrole. C'est une question, Guillaume, après Akiko. C'est Edouard Tétrault qui était là tout à l'heure qui nous disait effectivement il y a cette exposition des institutions financières mondiales à cette industrie du schiste américain à 1500, 1600 milliards. Il disait voilà potentiellement un risque de bulle, exposition supérieure à celle des subprimes américains. Est-ce que vous achetez cette thèse qu'il pourrait y avoir une tension, voire Oui. Pour vous, il y a un risque véritablement. Akiko Soua et Zelman. Ça peut être les industries américaines, mais elles, ils ont un cadre, ils sont dans un état. Ça peut aussi être d'autres producteurs qui sont, donc ça peut être non seulement la Russie, ou aussi même les pays du Golfe, et certains ont des réserves, d'autres moins, et qui peuvent. L'impact, oui, parce qu'il parlait du Brésil, du Nigeria, on parlait aussi de tous les stands, ceux qui ont du pétrole du moins. Akiko, justement, vous êtes spécialiste justement du développement international. Est-ce que pour vous, il y a une crise des pays émergents à cause justement de cette chute du prix du pétrole? C'est paradoxal parce que les pays importateurs devraient profiter de du bas coût de ces inputs vitaux que sont l'énergie. Et là, en fait, ils sont quand même pris dans cette... oui, voilà. Vous savez, il y a un concept qu'on utilise beaucoup depuis longtemps, c'est le concept de malédiction pétrolière. Et on voit bien que la chute du pétrole est absolument dramatique pour des pays, je pense à l'Algérie. 95% de ses recettes en devises, c'est le pétrole et le gaz. Donc si le prix du pétrole est divisé par 3, il est évident que les recettes de l'État sont divisées autant. Et donc c'est dramatique à gérer. Alors l'Arabie Saoudite a des réserves financières beaucoup plus élevées, 800 milliards de dollars. Mais elle doit faire des économies, chose qu'elle ils peuvent durer plus longtemps. Mais des pays comme l'Algérie ou le Nigeria ou l'Iran même sont très fragiles. Et la Russie. Et la malédiction, c'est pas une malédiction, c'est pas la... C'est quoi cette malédiction? C'est pas Star Wars, hein. C'est vraiment des hommes, c'est des malédictions macroéconomiques, de politique économique. Hein. On parle pas de... C'est pas du vaudou. Vous croyez vraiment que ça va avoir un effet déstabilisateur sur ces pays dont vous venez de parler? Oui. Mais moi, je crois à la démocratie. Donc là, on va parler de l'Inde. Et l'Inde est une démocratie. Le Brésil, c'est aussi une démocratie. Là, cette année, ils ont un peu du plomb dans l'aile. Mais il devrait... Le débat démocratique, le renvoi par des électeurs mécontents et le changement de parti, ça, c'est des pays sur lesquels je parierais plus. On va revenir sur toute dernière question, justement, sur l'aspect pétrolier. Après, on reviendra sur la visite du président. Tous les pays dont on a parlé ne sont pas des démocraties. Non, et l'Algérie. Et la malédiction pétrolière, il y a deux effets. Il y a un effet purement économique. Le fait que l'Algérie dépend à 95% du pétrole et du gaz, ça veut dire que l'économie algérienne n'est pas capable d'exporter autre chose que du pétrole et du gaz. Comme la Russie, dans une certaine mesure. Et puis, il y a un effet gouvernance. Le pétrole corrompt. Et donc, on a beaucoup de gouvernances politiques qui sont corrompues et qui sont pas des démocraties au sens où Akiko vient de parler. Alors, Akiko, on va parler quand même de ce qui se passe en Inde, parce que c'est sûr qu'il y a deux mouvements importants en ce moment. Il y a la visite, on en parlait tout à l'heure, du président iranien en Italie et en France, avec à la clé des gros contrats. C'est une visite économique, avec à la clé, bien sûr, aussi des questions pétrolières. Et puis, il y a la visite du président de la République française en Inde, avec quelques contrats
gros contrat sur peut-être les EPR, sur les énergies renouvelables, sur Alstom et peut-être sur le Rafale. Est-ce que vous pensez que est-ce que l'Inde a suffisamment les moyens de devenir une puissance comme la Chine? Parce que chaque fois, on a l'impression qu'elle émerge, fait une croissance de 7,5%. On se dit, l'Inde va devenir un des géants, surtout à l'heure où la Chine balbutie, trébuche. Qu'est-ce que vous en pensez, Akiko? Oui, vous avez cité deux phénomènes extrêmement importants. Je crois que le retour de l'Iran sur la scène internationale, c'est quelque chose de très important. Et ce retour aussi de l'Inde sur la scène mondiale depuis l'accession de Modi au pouvoir en 2014 est aussi quelque chose de très important. Alors l'Inde, ce que je disais tout à l'heure, c'est une démocratie. Donc avec un État fédéral, et l'État fédéral doit déjà discuter avec les États, et ça a l'air compliqué. Ils ont du problème à faire passer les réformes. Mais et qu'est-ce qui leur manque, vous savez, pour que ça devienne comme la Chine, quoi. Enfin, ils ont la population. Oui, ils ont plus de jeunes, parce que la Chine, à force de faire elle est formée. Unique, ils n'ont plus que des jeunesse. Alors justement, c'est un continent dans le sens où c'est complètement inégalitaire. Il y a quand même des castes, il y a quand même tout ce 70% de la population est rurale, et l'agriculture indienne, c'est quand même aussi pas mal de non irrigués. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Il manque des infrastructures, il manque des installations qui ne font pas venir le privé encore. Mais pourquoi ça n'évolue, pourquoi ça ne bouge pas plus vite? Ils ont déjà beaucoup bougé. Ils sont ouverts depuis les années 90. Ils viennent de très loin. C'était un pays socialiste avec des plans, un peu comme chez nous, mais enfin encore plus, ils y croyaient. Et donc il faut dire que tous ces gens qui sont aux commandes maintenant, ils ont connu les prix contrôlés, les secteurs prioritaires, les banques publiques. Il faut qu'ils fassent leur révolution culturelle. Et on va bien qu'ils fassent leur révolution culturelle avec un tout petit iceberg, 7%, l'emploi formel, c'est 7% de l'emploi total. Tout le reste... Qu'appelez-vous l'emploi formel? L'agriculture, des gens sans contrat, sans salaire, sans qualification, sans... Voilà. Donc, est-ce que c'est un endroit où on peut faire du business? Parce qu'on voit bien toutes les difficultés que rencontrent les grandes entreprises à travailler en Inde. Oui, oui, et il faut savoir aussi que l'économie indienne est une économie qui est très corrompue. Donc la gestion de la corruption n'est pas facile pour les entreprises qui travaillent là-bas. Alors il y a deux choses. Il y a d'une part les grands contrats dont... Décidément, pas de démocratie au Brésil, démocratie en Inde, c'est compliqué là, oui. Oui, non c'est vrai, c'est très compliqué. C'est un des pays les plus compliqués du monde. On a d'une part les grands contrats dont on parle, les Rafale et autres PR, etc., qui sont des trucs... Le PR, on en parle depuis 15 ans, et les Rafale, on en parle depuis plusieurs années aussi. Donc ça va mettre beaucoup de temps encore à se déclencher. Puis alors, il y a aussi quand même beaucoup d'opportunités pour des entreprises qui ne sont pas les grandes firmes multinationales, mais des entreprises plus petites, sur le domaine du traitement des déchets, sur le domaine de la pollution. L'Inde est en train de s'asphyxier et c'est un frein majeur à une évolution économique dynamique. Donc là-dessus, et je suis un peu choqué de voir qu'on parle beaucoup des très grandes firmes qui sont là-bas avec le président, mais il y a aussi beaucoup d'entreprises qui travaillent beaucoup en Inde, qui font des choses très intéressantes. Alors il y a le plan solaire qui va être signé, l'Alliance solaire. C'est intéressant de faire ça avec l'Inde parce que là on a une espèce de conjonction entre les technologies que nous pouvons avoir et leurs besoins fondamentaux. C'est un pays où il y a encore plusieurs centaines de millions de personnes qui n'ont pas d'électricité. Donc c'est un chantier gigantesque. Akiko, en conclusion, pour vous, l'Inde est un pays, ça peut être un Eldorado comme l'a été la Chine pour les grandes entreprises européennes, étrangères en tout cas, et les petites entreprises. Mais enfin c'est vrai, c'est déjà tellement compliqué en Inde. C'est compliqué, mais il faut parier sur l'Inde. C'est un des grands pays qui va compter et qui peut compter. Et vous pensez qu'il peut émerger, un jour ça peut devenir comme la Chine? Oui, ça peut devenir comme la Chine dans le sens où ils vont croître en essayant de développer et justement de tirer, de moderniser tout ce continent caché, informel et il faut que la formalité devienne un peu plus importante. C'est peut-être ça par rapport au côté informel. Après, il y aura un ralentissement. C'est ce qui est en train de se passer en Chine. C'est pas la normalisation de l'économie chinoise, paraît-il. C'est ça qui est intéressant. En tous les cas, c'est ce qui se passe.
Dans la coopération avec l'Inde, il y a un élément qui me paraît important, dont on parle peut-être pas assez, c'est les smart cities, les villes intelligentes. Ah oui, ça c'est... Bon, le président est dans une de ces smart cities. On a choisi 3 villes pour en faire des exemples. Et là-dessus, notre expérience est tout à fait transposable. Et il y a des tas de business opportunités. Et encore la French Tech, eh bien justement, ça tombe bien, Emmanuel Macron est en train de quitter la Russie. Il a rejoint le président français en Inde, peut-être aussi pour parler justement de ces smart cities. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était le rendez-vous du Cercle des économistes. Dans un instant, un code du travail, Badinter, c'est avec les décodeurs et Fabrice Lundi. À demain.